Bonjour à tous. Faut-il interdire la chasse le week-end et pendant les vacances? Samedi, une randonneuse de 25 ans a été accidentellement tuée par une jeune chasseuse de 17 ans. C'était dans le Cantal. La victime se promenait en forêt avec son compagnon. Alors, faut-il réglementer davantage la chasse? On en parle aujourd'hui avec mes trois invités. Et pour ce débat, je vais commencer avec vous. Eddy Pujalon, merci d'être avec nous. Vous êtes le président du mouvement de la ruralité. Bienvenue sur notre plateau. Et avec nous également Loïc Prudhomme, bonjour. Député La France Insoumise de Gironde et candidat déjà aux législatives. On reparlera de politique en fin d'émission. Et avec nous également Vital Baude, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, écologiste. Donc le sujet est simple. Eddy Pujalon, on reparle de la chasse. Est-ce que, à la faveur de ce nouveau drame, les chasseurs sont sous pression? Est-ce que la forêt est devenue dangereuse? Sous pression, on l'est en permanence. C'est pas le premier accident, il y en a eu 7. Et parfois, même si ça baisse, c'est toujours un accident de trop. Chaque fois qu'il y en a un, j'essaie d'être le plus prégnant pour expliquer que c'est une prise de conscience générale. Je soutiens le président de la Fédération nationale des chasseurs, puisque moi je suis plutôt la partie politique, mais je réagis de suite derrière lui parce que je le laisse agir, et quand les propos sont bien, j'en fais mien pour alerter tout l'ensemble des chasseurs à redoubler de vigilance. Bon, maintenant, je pense que c'est pas suffisant. Voilà, à un moment donné, je pense qu'il faut aller encore plus loin. Il y a des chasseurs qui essayent... Nous sommes tous des pères de famille. Hein. Je veux dire, ça serait ma fille, je serais mort de colère. Je serais fou. Et donc, je cherche à chercher comment on peut éviter tout cela. Donc, peut-être des vidéos. Il y a des appareils aujourd'hui. Vous savez, on est en train des angles de tir. Le partage de la nature, c'est pas. Enfin, quand j'entends parler le week-end, mais ça peut être un mardi, comme l'a dit Henri Sabaro. Ça peut être tous les jours un accident. Donc, c'est ce qui est en débat aujourd'hui, Eddy Pujalon. Et je me tourne vers vous, Vital Baude. Yannick Jadot l'a déjà dit. Il veut réglementer la chasse. Il veut interdire la chasse le week-end, parfois pendant les vacances, en tout cas mettre en place des jours de non-chasse. Ça existe dans certains pays européens déjà. Qu'est-ce que vous dites, vous, aux chasseurs, Vital Baude, quand on est élu écologiste? Je dis que le risque zéro n'existe pas, mais si on veut diminuer les chances de se faire tirer dessus quand on se balade ou quand on randonne en forêt, il faut en effet interdire la chasse le week-end, comme l'a proposé Yannick Jadot, et pendant toutes les vacances également pour qu'on puisse sécuriser la forêt, pour que tout le monde puisse se promener tranquillement. Partager la forêt, la nature. Il y a un besoin et une envie de plus en plus grande de la part de nos concitoyens de se ressourcer, d'aller se balader, de randonner, d'être au contact de la nature. On a vu que c'est quelque chose qui s'est amplifié avec la crise sanitaire, notamment avec le confinement, le besoin de se reconnecter à la nature. Et si on veut éviter que ce genre d'accident n'augmente avec la multiplication de ces gens qui ont envie de se reconnecter à la nature et notamment aux forêts, eh bien, il faut partager dans le temps. Et donc, les familles doivent pouvoir profiter de la forêt les week-ends et les vacances en toute sécurité sans prendre une balle perdue, comme ça a été le cas dans le Cantal avec cet accident dramatique. Loïc Prudhomme, vous, pour la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon a aussi appelé à plus de réglementation. Au fond, Eddy Pujalon dit qu'il faut qu'on aille plus loin. Il n'est pas pour qu'on installe des jours de non-chasse. Vous dites quoi? Parce que vous êtes député, je le rappelle, vous êtes député de Gironde, mais vous êtes aussi député d'une circonscription qui est plutôt urbaine, la circonscription de Bègles. Donc, en tant que député, c'est peut-être pas forcément votre sujet majeur, mais la nature appartient à tout le monde. Oui, c'est un sujet, parce que la question du partage de l'espace public et de la nature, elle est une question, effectivement, de comment on fait évoluer aujourd'hui le cadre législatif qui encadre ce loisir. Et donc, c'est bien mon rôle de député, j'allais dire, de proposer ça. Et c'est ce qu'a proposé mon collègue Bastien Lachaud depuis 2018, c'est d'avoir une proposition de loi sur des jours de non-chasse. Et donc, c'est une discussion qui doit avoir lieu rapidement au Parlement, à l'Assemblée nationale, entre ceux qui sont pour l'instauration de jours de chasse, d'autres de jours sans chasse, les vacances, etc. Et ça, il doit y avoir une discussion, je veux dire, démocratique autour de cette question-là. On ne peut pas le balayer d'un revers de la main. Mais la question, moi, que j'ai pointée dès hier en publiant une petite note sur mes réseaux sociaux, c'est la question de, immédiatement, comment on évite que d'autres accidents de chasse se produisent. Et il y a une question tout de suite. Et il y a une question majeure, moi je pense, qui est un petit peu mise de côté, qui n'est pas regardée, c'est la question des munitions autorisées aujourd'hui par les chasseurs. Et donc là, aujourd'hui, comment on peut avoir des munitions qui font 3 km pour aller frapper effectivement un randonneur, une randonneuse, ou ce jeune homme qui coupait du bois devant chez lui, c'était je crois dans le Lot l'année dernière. Voilà, donc ça c'est une vraie question et ça dépend aujourd'hui du ministère de l'Intérieur.
de sortir un arrêté dès maintenant, un décret, pardon, pour revoir la liste des munitions autorisées et des armes qui tirent ces munitions. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir moins de portée, en gros, ce que vous dites. En gros, pour tirer un lapin qui est à 200 mètres, est-ce que vous avez besoin d'avoir une arme qui tire une balle à 3 km, qui peut aller jusqu'à 3 km? En l'occurrence, il s'agissait d'une battue au sanglier, mais justement, Eddy Pijalon, est-ce que ça peut être une proposition? Il y a deux aspects dans ce qui vient d'être dit. Il y en a un qui me désole, parce que moi, je plaide toujours pour le vivre ensemble, et quand on a eu une montée des votes extrêmes en milieu rural, alors qu'il n'y avait pas de problématique d'agression avec l'immigration, etc., on a fait monter en puissance un vote extrême, le ressenti d'insécurité. Je me rappelle des discours politiques, il n'y a pas d'insécurité en milieu rural, mais on a fait monter par les voix de Mme Le Pen, etc., le ressenti d'insécurité. Et le vivre ensemble, ça en va. Vous êtes en train de dire il faut interdire les chasseurs de l'espace public ou des forêts privées. Alors, il faut avoir une discussion démocratique sur cette question-là à l'Assemblée nationale. Alors que on fait monter en ce moment le sentiment d'insécurité. Je rappelle 7 morts, et c'est toujours 7 morts de trop, alors qu'on a explosé le nombre d'heures de chasse pour réguler le grand gibier. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y avait même des obligations. Donc aujourd'hui, je préfère avoir, moi, ce discours de dire comment on fait. Moi, je suis partant du problème sur les balles, de tel type de carabine adaptée à tel type de gibier, dans quelles conditions. Parce qu'ici, aujourd'hui, même en Gironde, on le sait très bien, les territoires sont morcelés avec des routes, avec des chemins de fer, avec des habitations, le mitage du territoire. Et donc, il faut adapter tout ça. Donc, il faut monter en puissance sur la sécurité par rapport à l'arme, le type de munitions tirées, la formation, et je parle aussi du vivre ensemble, c'est-à-dire, moi, je réfléchis en ce moment, je contacte des start-up pour voir si on ne peut pas faire, pour les gens, les jeunes filles qui font des rundings le week-end, les randonneurs, si on ne peut pas avoir une application dessus pour signaler et matérialiser la chasse en cours. Et donc, le responsable de la chasse en cours pourrait appuyer sur le smartphone et on l'aurait en direct. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir ce partage de territoire. Même si j'entends bien que les gens disent, nous, on pratique sur des forêts qui sont privées, il y a toujours la confrontation. Moi, je vais ramasser les champignons chez des gens ailleurs et je n'ai pas demandé l'autorisation. Et donc, à un moment donné, il faut pouvoir avoir ce vivre ensemble. Moi, je suis plutôt sur cette amélioration de la connaissance, de la compétence, de la sécurité. Et à mon avis, à un moment donné, on va y arriver. On est passé quand même avec une diminution de 70% des accidents, et on a augmenté la chasse de plus de 100%. À une époque, j'ai assez d'années de chasse derrière moi, on voyait un sanglier dans l'année. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, le nombre d'animaux qui sont tués, on oblige les gens à assurer, alors on l'a vu pendant la Covid, il y avait moins évidemment de gens dans la nature, mais pour arriver à réguler, pour éviter tous ces accidents sur la route, les dégâts avec les agriculteurs, la tension, les extrêmes avec le monde agricole, le monde forestier, et je vous garantis que ce n'est pas simple pour les organisateurs de gérer à la fois la sécurité, la pression de la régulation. Mais il faut aller vers cette tendance de sécuriser encore plus. Là, on voit que ça ne marche pas. Enfin, je viens de dire que ça ne marche pas. Pendant un temps, on disait que ce sont les vieux chasseurs qui n'ont pas été formés. Là, on a une jeune chasseresse. Ce qui veut dire qu'elle sort de la formation et que pourtant, il y arrive un accident. Alors l'accident, on verra ce que l'enquête dit. Est-ce que c'est un ricochet? Probablement que la puissance de l'arme est aussi en compte là-dedans. Moi, je suis ouvert à cette discussion. Est-ce que la formation des chasseurs, c'est un paramètre? Parce que vous êtes plutôt sur une interdiction, c'est-à-dire des choses très claires au fond. Parce que Eddy Pijalon dit si on avait une application, on pourrait savoir où c'est. Vous dites, faisons plus simple, des jours sans chasse et des jours avec chasse. Voilà, comme ça, au moins, les deux publics ne se croisent pas. Mais parce que ça n'empêchera pas l'accident hors jour de vacances. Justement, Vital Bode, est-ce que ça peut... Ça règle pas le problème du mardi, du lundi, du mercredi? Il faut jouer sur tous les leviers. Bien évidemment que la formation doit être améliorée. Bien évidemment que des contrôles médicaux doivent intervenir. Bien évidemment qu'il faut revenir, non pas au bout de 10 ans ou avec un permis à vie de chasse, mais tous les 5 ans, pour vérifier qu'on a une formation qui est continue. Mais on n'arrivera pas à régler le problème. Donc il faut séparer. 69% des Français sont d'accord pour cette interdiction de la chasse les week-ends et les vacances. Et moi, j'irais même plus loin. Parce que en autorisant la chasse n'importe quand, toute la semaine et pendant les vacances, on a beaucoup de gens qui se trouvent à proximité de lieux de chasse, qui entendent des tirs et qui se privent d'aller dans la nature. Ça aussi, c'est une réalité, qui ont peur d'aller aux champignons, qui ont peur d'aller se balader, parce que même si la chasse n'est pas juste à côté de chez eux, ils entendent tirer, et donc le partage est compliqué. Et les gens se retiennent de pouvoir en profiter, et ceux qui vont dans les bois alors qu'il y a une zone de chasse à proximité, prennent des risques, et on voit
les accidents se multipliaient. Donc ce sont tous les leviers Eddy Pujalan, sur lesquels juste il faut pour faire agir Loïc Prud'homme, parce que Eddy Pujalan l'a dit, il y a aussi une nécessité de la chasse. Il faut réguler les grands gibiers, il faut réguler les nuisibles, etc. Les chasseurs rendent aussi un service à la société qui est admis communément par tous. Loïc Prud'homme, qu'est-ce que vous pensez que ce quinquennat, ces 5 dernières années, a été plutôt favorable aux chasseurs ? Et clairement, on le sait bien, les permis, le prix a drastiquement diminué. Enfin, il y a eu un accès, il y a eu ce lobbying, j'allais dire pro-chasse, qui divisé par 2 le prix du permis. Il y a ce lobbying pro-chasse qui a fait son œuvre. Et en fait, la question de la régulation, je voulais revenir là-dessus, parce que c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est l'argument ultime pour dire on a besoin de chasseurs et de beaucoup de chasseurs pour réguler. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a aussi des organismes d'État, ou en tout cas des gens qui ont des délégations de services publics, je pense à l'ONF, qui ont aussi des rôles de régulation. Et je pense que c'est aussi le rôle de l'État sur les questions de régulation, d'avoir des organisations par des fonctionnaires d'État pour faire la régulation quand il y a de la régulation. Pour le reste, il s'agit d'un loisir, c'est un des rares loisirs, à ma connaissance, où vous avez quand même une arme létale dans les mains. Donc c'est pas neutre, et c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il y ait un débat au Parlement pour réguler, réglementer, et si ça doit passer par des jours sans chasse, ça sera discuté démocratiquement, et il y aura des jours sans chasse. Et ça n'empêchera pas, parce que je suis d'accord que pour certains c'est leur loisir, et en milieu rural, et ça nous, on ne jette pas l'opprobre sur les gens qui pratiquent aussi cet accès à la nature par la chasse. Mais c'est juste qu'à un moment, il faut effectivement mettre des règles pour vivre ensemble sans risquer de prendre une balle perdue. Et je pense que, je le redis, que quand même la question aujourd'hui centrale, c'est les munitions tout de suite pour que ce genre de choses n'arrive plus. Vous n'avez pas besoin, que ce soit une battue au sanglier ou je ne sais quel grand gibier, si vous le voyez à 600 mètres, ça va, mais si vous ne le voyez pas et que vous tirez une balle qui va à 3 km, ça pose un problème. Donc on n'a pas besoin de munitions qui vont si loin, et je pense que tout le monde est d'accord, y compris les chasseurs. Il y a les tirs fichants avec les miradors ou les buts, hein. Il y a des territoires aujourd'hui, il y a des spécificités, la France elle est partout différente. Nous on a des terrains extrêmement plats, et la Gironde c'est compliqué, après il y a la montagne, il y a toutes ces diversité où aujourd'hui chez nous, évidemment que le mirador déjà c'est un tir fichant, on a bien compris que sur une balle qui va assez loin, si vous ne tirez pas avec un tir fichant vous prenez des risques, et donc toute cette adaptation, la balle va dans le sol, donc l'angle de tir est forcément, puisque vous êtes en hauteur, vous tirez vers le bas, si vous êtes à même le sol et debout et que vous tirez comme ça, la balle va partir forcément beaucoup plus loin, et donc c'est pour ça qu'on met des angles de tir pour pas tirer sur les collègues qui sont à côté, mais c'est aussi la partie que vous ne voyez pas, et donc là derrière il faut vraiment cette adaptation à la munition et au territoire. Une question Eddy Pujalan, parce que vous l'avez dit, vous avez explosé le nombre d'heures de chasse. Ça veut dire que la chasse a retrouvé un public. Ça veut dire que Loïc Prud'homme disait oui, on a divisé le prix du permis par 2. Sous-entendu, c'est du lobbying et les voix des chasseurs sont très importantes. C'est un ridicule incroyable. Est-ce que les chasseurs ont retrouvé du public? C'est du marketing anti-Macron. Je suis assez à l'aise pour le dire. Le permis de 100 €, ça ne parle pas aux Girondins, qui sont très peu. On l'a pris parce que l'écart est de 50 €, mais les gens n'ont pas l'habitude d'aller chasser ailleurs. Chez nous, on a une chasse populaire où on a des grands territoires, et donc les chasseurs girondins, ça ne va pas ailleurs. Si vous voulez, ça c'est une approche purement parisienne et marketing pour dire M. Macron a fait quelque chose pour la chasse. Il n'a rien fait. Oui, mais bon, c'est pas pour ça qu'on chasse plus. On chasse, mais non, les chasses présidentielles, c'est une erreur. Vous croyez que je chasse une chasse présidentielle, moi? Je chasse en Gironde, c'est une erreur. C'est pas ce que je veux dire. Mais pour les nombres d'heures de chasser, ce que je veux dire par là, c'est que l'augmentation du grand gibier, c'est-à-dire la quantité, et l'obligation de résultat, c'est-à-dire de réduire au maximum les dégâts, fait que les responsables de chasse dans chaque commune sont obligés aujourd'hui d'aller organiser des battues le week-end, mais aussi les jours de semaine. Parfois même avec pas suffisamment de chasseurs pour pouvoir empêcher qu'un groupe de sangliers détruise du maïs, aille creuser dans des maisons. J'ai quelques communes rurales où ça devient un peu colérique avec les maires en disant qu'il faut absolument intervenir. Et les forces d'État, que ce soit les structures de l'office, les lieutenants de louveterie, etc., ne sont pas assez en grand nombre pour pouvoir répondre à la demande. Des fois, c'est en bordure d'autoroute pour éviter des graves accidents. Donc, il y a aujourd'hui une obligation d'aller plus souvent pour prélever encore plus de gibier. Et donc, l'équation, évidemment qu'elle est plus grande. Plus vous allez chasser, plus le risque augmente. Et pourtant, on a fait diminuer le nombre d'accidents. Mais encore une fois de plus, ce n'est pas suffisant. Et donc, il faut aujourd'hui la méthode. Il faut concentrer sur la semaine. Non, et laisser le week-end pour vous les n'empêcherez pas quelqu'un qui est un Eddy, utilisateur de la nature sur semaine, qui soit un bûcheron, un travailleur. Le problème, il est le même, que ce soit le week-end, les jours fériés. Vous avez des gens qui travaillent le week-end. Ça réduira les risques. Écoutez, moi, je vais dans la nature la semaine. Ça réduira les risques. C'est évident. Non, pas du tout. Vous êtes en train de construire
le vivre comme certains le font, en opposition avec des habitants. Moi, je préfère encore une fois de plus de vivre tous ensemble. les habitants de la ruralité ne sont pas des chasseurs. Ensuite, sur le gibier. Je vais à Bègle, et je n'ai pas de sentiment d'insécurité. Bien évidemment qu'on est pour la régulation d'un certain nombre d'espèces, mais moi j'ai grandi dans un village où dans des enclos on voyait des cerfs, on voyait des biches qui étaient élevées pour être après chassés. Je voyais des enclos dans lesquels il y avait des sangliers avec des petits marcassins. On a joué aux apprentis sorciers en faisant des croisements. Résultat, on a augmenté la faune sauvage qui cause maintenant des problèmes chez les agriculteurs. Et derrière, on vient jouer aux pompiers pyromanes. C'est une réalité, Eddy, tu le sais. Là, vous racontez tout et n'importe quoi. Allez en Afrique, regardez les phacochères en Namibie. Non, mais le phacochère est une espèce de sanglier, sauf que là, il n'y a personne qui a lâché des sangliers, là, qui a lâché des phacochères, sauf que les phacochères sont en ville, qui se développent. C'est un animal opportuniste. On a réchauffement climatique, on a de la nourriture, et donc les animaux repeuplent plus. Mais bon, c'est un autre problème. Après, les chasseurs nourrissent des fois le gibier. J'ai connu la chasse où mon grand-père, avec son fusil et son chien, allait dans la ville. Personne n'avait peur. Personne n'avait peur. Et encore une fois de plus, continuez comme ça. Vous êtes en train de monter un public qui n'est pas aujourd'hui avec des problèmes majeurs et qui sont en train aujourd'hui d'agresser, de brûler. Il y a des risques aujourd'hui criminels, parce que vous jouez aux pompiers pyromanes, vous arrosez en permanence. Louis Prudhomme, est-ce que justement, on n'est pas en mesure de m'accuser de quoi que ce soit sur ce registre-là. Est-ce que le risque c'est ça, c'est d'opposer finalement les ruraux aux néo-ruraux, ces gens qui viennent redécouvrir la campagne? On l'a vu avec. Je reprends un exemple. Vous avez tous en mémoire l'histoire. Attendez, vous avez tous en mémoire l'histoire du coq dans l'île d'Oléron qui chante et qui agace ses voisins. Ça fait une procédure judiciaire. Il y a eu beaucoup de dossiers comme ça. Est-ce qu'on est en train de finalement, est-ce qu'on a un problème de cohabitation à la campagne, Louis Prudhomme? Non, je pense pas, mais les propos aussi caricaturaux de M. Pujalon, voilà, le sont de fait, parce que on n'est pas là pour opposer les gens, c'est comment on vit ensemble, et c'est ce que je dis moi, c'est que la règle commune, qui doit être repensée, notamment dans ce cas-là de la chasse, doit permettre le vivre ensemble, et c'est bien ce que nous poursuivons. Et la majorité des gens qui vivent aujourd'hui dans les territoires ruraux, puisque c'est aussi de ça dont il s'agit, ne sont pas chasseurs, et voilà, donc ça veut dire qu'aussi, il faut que tout le monde trouve sa place, en bonne intelligence, avec des règles accepté par tous. Et il y a des exemples qui existent déjà entre des fédérations de chasse départementales et des habitants sur des jours non chassés. Il y avait encore récemment sur des chaînes nationales des reportages sur ces accords. Et tout le monde y trouve son compte. Les chasseurs comme les promeneurs. Et donc ça veut dire que c'est vers cette solution qu'il faut aller, parce qu'on ne peut pas aller sur un statu quo, M. Pujalon. Vous pouvez nous raconter ce que vous voulez, c'est le statu quo, et on ne peut pas rester là-dessus. Il faut effectivement qu'il y ait ce partage de l'espace public. Partage de l'espace public. Je voudrais qu'on continue, on va parler d'une autre chasse, il nous reste quelques minutes, mais je voudrais quand même qu'on ouvre une petite page politique et présidentielle. La chasse dont je parle, c'est celle au parrainage. On est dans la dernière ligne droite. Loïc Prudhomme, je commence avec vous, parce que le président de l'association des maires LR, David Disnard, le maire de Cannes, a donné son parrainage à Jean-Luc Mélenchon. On sait que pour certains candidats, c'est pas encore bouclé, les 500 signatures. Qu'est-ce que vous en pensez de ce maire LR qui vous donne un parrainage pour la démocratie? Écoutez, c'est ce qu'on dénonce nous depuis le début, c'est que la question de ces parrainages, elle est effectivement un problème démocratique. C'est pour ça que nous, on voulait passer par des parrainages citoyens. Parce qu'aujourd'hui, vous avez effectivement beaucoup de maires qui ne remplissent pas cette charge qui est, je veux dire, inhérente à leur fonction de maire, c'est-à-dire de parrainer, et qui après vont donner des leçons, j'allais dire, aux abstentionnistes qui ne vont pas voter. Donc moi je dis aux maires, commencez déjà par remplir votre charge de maire, parrainer. Parrainage ne vaut pas soutien politique, et c'est ce que rappelle David Lisnard dans ce parrainage, c'est que c'est juste une action démocratique, c'est une charge qui revient aux maires, aux conseillers régionaux, aux conseillers départementaux, de parrainer. Et donc il faut faire ce travail en attendant qu'on change cette règle du parrainage qui effectivement pose de multiples problèmes, et que finalement la question du parrainage citoyen serait bien plus efficace à déjà faire en sorte que les candidats qui recueillent un assentiment, je veux dire, populaire d'une majorité, ou en tout cas d'un grand nombre de citoyens, puissent concourir à cette élection. Donc c'est avant tout le système des parrainages qu'il faut remettre en question. Vital Bode, pour vous aussi, pour Yannick Jadot, la course au parrainage n'est pas totalement terminée, c'est pratiquement fini. Néanmoins, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un discours qu'on entend aussi. Si des candidats comme Jean-Luc Mélenchon, comme Éric Zemmour ou Marine Le Pen n'arrivent pas à convaincre des maires qui sont en première ligne sur ce sujet-là, est-ce que finalement c'est qu'il n'y a pas un problème et qu'ils n'ont peut-être pas leur place dans cette élection-là? D'abord, je veux rassurer tout le monde. 490, en effet, on espère bien que mardi, avec le nouveau décompte du Conseil constitutionnel, on aura fini
d'obtenir les 500 signatures qui permettront à Yannick Jadot d'être candidat. On est en bonne voie, en effet. Ça pose un problème démocratique, c'est vrai. Maintenant, je note que lors des dernières présidentielles, il y avait pas de candidat PC qui était allié avec la France insoumise. Là, c'est pas le cas. Ça pose la question aussi peut-être des candidatures, des manques de rassemblement d'un certain nombre de courants politiques à l'occasion de cette élection pour les présidentielles. Mais en effet, il y a une vraie réflexion à avoir. Je ne sais pas si ça doit être un parrainage citoyen, s'il faut rendre obligatoire le parrainage des maires, mais c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion à avoir, mais globalement sur la Ve République. Les institutions sont à bout de souffle, on a une abstention comme jamais, et en effet, ça nécessiterait de remettre tout ça à plat. Ça pose la question aussi de la proportionnelle à l'Assemblée, ça pose la question des institutions à la région, mais enfin voilà, on voit qu'on est avec un système qui est à bout de souffle et qui mériterait que dans son ensemble, il soit remis à plat. C'est un point d'accord avec Loïc Prudhomme. Et Eddy Pujalon, pour le mouvement de la ruralité, on sait les petits maires sont ceux qu'on va... Alors là, pour le coup, c'est les plus sollicités en ce moment. Chacun s'arrache leur voix, leur parrainage. Vous, mouvement de la ruralité, vous leur dites quoi? Est-ce que vous rappelez ce qu'a dit Loïc Prudhomme et ce qu'a dit David Lisnard? Un parrainage ne vaut pas soutien. Est-ce que vous avez un candidat à vous déjà ou pas? Donc, pour faire simple, et c'est un secret pour personne, j'avais dit à Jean Lassalle que je ne soutiendrais personne à la présidentielle, mais que je lui apporterais des parrainages. Donc j'ai fait mon... Lassalle a ses parrainages. Bien sûr, j'ai fait mon travail. En Lot-et-Garonne, il a été, je crois, même le premier en nombre de parrainages, etc. On a fait notre boulot, on l'y a apporté. Mais je note que l'erreur manifeste, c'est de publier les parrainages des maires. Aujourd'hui, quand on a passé après les gilets jaunes... Que ce soit pas anonyme, ça pose un problème. Sûr, parce que si vous voulez... Pourtant, c'est transparent, Eddy Non, parce qu'un maire qui va... Écoutez, on a vu quand même des débordements assez étendus sur certains candidats. Les maires se font agresser aujourd'hui. Donc un maire qui n'a pas envie de prendre une position pour se retrouver devant des gens qui vont venir le molester parce qu'il aura soutenu un tel ou un tel pour la démocratie. Moi, à mon avis, on en avait un tirage au sort, et même le tirage au sort, c'était un peu compliqué, d'un certain nombre de maires qui étaient publiés sur leur parrainage. Si on laissait ça un peu de manière opaque, fermer, les maires parrainent qui ils veulent, ils seraient beaucoup plus libres de dire je donne et là il y en a un qui n'y est pas, je vais le faire. Mais c'est très compliqué aujourd'hui d'assumer, même si c'est pas considéré, c'est ce que j'ai répété, c'est pas filmé comme un soutien. Malgré tout, vous ne pouvez pas empêcher que quelqu'un qui va parrainer Emmanuel Macron, s'il est gilet jaune anti-Macron, il va lui dire celui-là, il n'aurait jamais dû le faire et je vais lui en mettre une, je voterai plus pour lui. C'est très compliqué. Moi je pense que là on est sur un sujet qui touche à la... C'est ce que disait Loïc Prudhomme, c'est-à-dire que l'abstention commence dès maintenant. Si vous avez 42 000 élus et vous allez en avoir quelques pourcentages qui donnent un soutien, un parrainage, on est dans l'abstention. Après, écoutez, on fait tous de la politique. Je sais comment ça se passe aussi dans les grandes écuries. On garde une réservoir et puis on joue en qui va être intéressant pour moi et qui va... J'y suis passé. C'est pas le cas, mais vous avez raison. Et je rejoins sur la question de l'anonymat qui est un vrai problème. Mais c'est effectivement aussi un problème démocratique. Alors nous, on ne joue pas du tout sur les violents. On a besoin et on continue ce travail aussi de convaincre pour avoir ces parrainages. Mais oui, c'est un souci aussi, on l'a dit, c'est de réformer comment tout ça est organisé pour avoir une démocratie qui soit plus riche, plus directe, où les citoyens puissent s'en emparer, les maires aussi, qui dans les communes rurales notamment sont souvent non encartés, ou en tout cas qui n'affichent pas d'étiquette politique, et qui souvent sont en rassemblement, j'allais dire, de bonne volonté pour administrer une petite commune. Et donc ça pose effectivement ce problème de l'affichage. Donc il faut en sortir. Nous on a fait des propositions de longue main, sans succès, mais je pense que le prochain président, Jean-Luc Mélenchon, saura remettre de l'ordre dans toutes ces institutions et passer à la 6e République. Vital Beau de sourire et Eddy Pujalon aussi. Vaut mieux sourire avant parce qu'après ça sera peut-être moins le cas. Vital Beau, la candidature de Yannick Jadot peine à décoller. L'élan aujourd'hui, si on se fie au sondage où on se parle, c'est du côté de Jean-Luc Mélenchon à gauche. Qu'est-ce qui n'imprime pas chez Yannick Jadot? Est-ce que la thèse écologiste n'est plus en vogue, il n'y a pas d'écho? On n'est pas rentré en réalité réellement dans la campagne. On a un président qui fait durer le suspense. On a bien conscience qu'un certain nombre de dossiers internationaux méritent son attention, mais quand même, on voit bien qu'il est en train de jouer avec l'actualité. Et donc, on ne rentre pas dans la campagne. On a un certain nombre de questions liées à l'immigration,
liées au débauchage des partis de droite, d'extrême droite, voire de la Macronie qui font l'actualité, qui font la tambouille et on n'est pas encore rentré dans la campagne. Moi je suis persuadé, comme on a eu des surprises à l'occasion des municipales, à l'occasion des européennes, que Yannick Jadot sera en très bonne position au soir du premier tour. Donc on voit que dans les sujets d'intérêt de nos concitoyens, il y a l'environnement, il y a le climat, il y a le pouvoir d'achat, et ça n'imprime pas encore dans les médias. Ce sont des sujets qui ne font pas assez l'actualité. Quand ça sera le cas, Yannick Jadot remontera dans les sondages. Il n'y a aucun problème là-dessus. Justement pour Loïc Prudhomme, parce que Jean-Luc Mélenchon fait la course en tête aujourd'hui à gauche. Vous avez aussi la concurrence de Fabien Roussel du Parti communiste. Est-ce que c'est un regret de ne pas avoir fait équipe avec lui? Maintenant, les deux écuries sont lancées, les deux candidats sont lancés. C'est un regret. Je pense que ceux qui le regretteront le plus amèrement, sans doute les communistes, qui sont, à mon sens, dans une erreur stratégique. On a porté des programmes et des propositions communes les deux élections présidentielles dernières. Si aujourd'hui on pouvait acter le ralliement effectivement des communistes à la campagne de Jean-Luc Mélenchon, on serait en position d'être au deuxième tour dans les sondages, mais aussi dans la réalité de la situation du pays. Donc voilà, nous on a aujourd'hui encore toujours les portes grandes ouvertes pour essayer de faire cette offre politique. Néanmoins, on y verra plus clair. On parlait des parrainages. Le 4 mars aussi sera la deadline à partir de laquelle on verra combien de candidats sont aussi en lice sur l'échiquier politique, notamment pour la partie qui nous concerne, nous, de la gauche de rupture. Et puis, on fera les comptes à ce moment-là et on verra comment les dynamiques aussi s'engagent. Et ça fera peut-être réfléchir aussi quelques candidats. En tout cas, sur le terrain, nous, on a beaucoup aussi de militants communistes qui rejoignent un projet qui peut être porté au deuxième tour et voire l'emporter la présidentielle. Un dernier mot dit Pujalon. Alors, le candidat du mouvement de la ruralité, ce sera Jean Lassalle ou il y a une consigne qui est déjà posée en quelques secondes? On a fait un grand oral, on a invité tout le monde, y compris les communistes, les écologistes, tout le monde, même Madame Touy. On ne donnera pas de consigne, mais on est clair sur la position des uns et des autres. Et évidemment, on fera savoir que beaucoup ne sont pas venus porter leur projet sur la ruralité. Donc, voilà. Sur la ruralité. Affaire à suivre donc. Merci Loïc Prudhomme, merci Vital Baude, merci Guy Pujalon pour le mouvement de la ruralité donc. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat.